Puisque vous avez évoqué l'accord avec l'Iran, si on peut vraiment parler d'un accord, pour l'instant, c'est plutôt un protocole d'entente. Et c'est une manière assez étrange de conclure un cessez-le-feu, ou même d'aller vers un cessez-le-feu. Il faut qu'on en parle. Alors, quelle est votre première réaction, sachant qu'on connaît très peu de choses sur le contenu de cet accord et qu'on entend des versions différentes du côté iranien et du côté américain? Je pense que la seule chose vraiment significative, c'est que Trump reconnaît qu'il a perdu sa guerre de changement de régime. En gros, il le met par écrit. Cette guerre a été lancée fin février, quand Trump disait aux Iraniens « Quand on en aura fini ici, vous reprendrez le pouvoir ». Il appelait donc clairement à un changement de régime, et ça a échoué. Quand la partie militaire de la guerre a échoué, il a ensuite tenté un blocus pétrolier pour empêcher l'Iran d'exporter son pétrole. Je pense qu'il espérait voir l'économie iranienne s'effondrer sous l'effet combiné du blocus, des dégâts causés par les bombardements et bien sûr de ces sanctions paralysantes. Mais ça n'a pas marché. Et l'influence de l'Iran sur le détroit d'Ormuz s'est révélée tout simplement trop forte, surtout avec ses frappes contre les installations militaires américaines dans la région et la menace qu'il faisait peser sur les alliés du Golfe de Trump. Parce qu'en réalité, il les avait placés en première ligne de sa stratégie de guerre pour un changement de régime aux côtés d'Israël. Résultat, il a échoué. Et ce mémorandum d'accord rétablit en fait le statu quo d'avant le début des bombardements. Autrement dit, il reconnaît sa défaite dans cette guerre de changement de régime. Mais est-ce qu'il ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre les États-Unis et l'Iran? Est-ce qu'il va lever ces sanctions étouffantes conçues pour déstabiliser l'Iran? Non. Et je pense que c'est assez évident, rien qu'en écoutant J.D. Vance aujourd'hui, qui fait partie du gouvernement, du cercle proche de Trump, et qui est pourtant considéré comme le plus anti-interventionniste. Mais la façon dont il en parle, c'est que la politique n'a pas changé. L'Iran est prêt depuis longtemps à accepter des limites à son programme nucléaire. L'Iran a accepté ces limites, mais les États-Unis, eux, n'acceptent pas la résistance de l'Iran à la domination israélienne. Et comme l'Iran refuse de céder sur ce point, il continuera d'être la cible d'une politique de changement de régime. Donc, je ne pense pas que cet aspect-là change. C'est une pause dans la guerre de Trump, dans sa campagne de changement de régime. C'est un aveu de défaite, mais ce n'est pas la paix. Oui, ça me fait un peu penser à l'armistice de la guerre de Corée. C'était quoi, 53, 54? Cet accord n'a pas mis fin à la guerre. Le conflit n'a jamais vraiment cessé. Il n'y a jamais eu de paix. Pas de véritable arrêt des hostilités entre le Sud et le Nord. En fait, Trump avait essayé d'y mettre fin, et ça aussi, ça a été saboté par les mêmes forces qui cherchent aujourd'hui à faire échouer un vrai cessez-le-feu avec l'Iran. L'Iran et une paix durable avec l'Iran. Ce sont pour beaucoup les mêmes acteurs, même s'ils étaient à l'époque moins puissants que le lobby israélien et le mouvement sioniste le sont aujourd'hui. Donc, on est un peu dans un conflit gelé, et c'est très clair de voir qui s'oppose le plus à cet accord en Occident, et surtout aux États-Unis. Désolé. Les mêmes éléments qui ont entraîné Trump dans cette guerre, les mêmes qui l'ont fait asseoir dans la salle de crise pour lui expliquer comment cette guerre allait commencer, et qui lui ont menti à ce personnage un peu sénile, un peu acheté, en lui promettant une victoire immédiate, à la manière du Venezuela, grâce à des frappes de décapitation. Selon eux, en 2 à 4 jours, le soi-disant régime tomberait, la population iranienne se soulèverait, avec peut-être l'aide des proxys kurdes, et la République islamique d'Iran se dissoudrait d'elle-même. C'était Benjamin Netanyahou et ses relais. Netanyahou est venu ici, à Washington, en février, et il a expliqué à Trump comment tout cela allait se passer.
Trump a suivi le mouvement. Personne, ni dans son cabinet, ni parmi ses responsables du renseignement militaire, ne s'est vraiment opposé à lui. À part, je crois, le général Dan Kane, le chef d'état-major interarmé, qui faisait fuiter son désaccord à la presse. Ils savaient qu'ils allaient épuiser leur stock d'intercepteurs, les systèmes THAAD, qu'il faudrait en déplacer depuis la Corée du Sud, alors que ce déploiement avait déjà coûté très cher à Séoul dans ses relations avec la Chine, et donc sur le plan économique. Les systèmes THAAD et les batteries Patriot, les PAC-3, devraient aussi être transférés depuis l'Ukraine pour défendre Israël. Et tout ça, je l'ai dit dès le départ, c'était une guerre sioniste. Et elle allait échouer. Tout ce qui s'est passé était parfaitement prévisible. Et donc, d'une certaine manière, ça confirme l'échec de l'opération Epstein Fury. Et maintenant, c'est très clair, encore une fois, qui était responsable de cette guerre. Quand on voit Mark Levin fulminé, quand on voit Mark Thiessen fulminé, quand on voit Mark Dubowitz fulminé, tous ces Mark, enfin, comme dirait peut-être Snoop Dogg, des Marcus Busters, sont là, en train d'essayer de duper le public américain. Mais on n'est plus des pigeons, ni des naïfs. Tout le monde voit bien que c'était une guerre sioniste ratée et économiquement désastreuse, et qu'il devrait y avoir des reproches, des conséquences, et même des représailles contre ces personnages. C'est ce qu'on aimerait voir. Malheureusement, je ne pense pas que Trump en soit capable. Si j'étais Trump et que je me trouvais dans la salle de guerre en ce moment, je ne sais même pas s'il en a une, vraiment centrée sur sa propre stratégie. J'utiliserais tous les leviers médiatiques possibles pour humilier ces gens, les dénoncer, et j'irais même jusqu'à lancer des enquêtes sur la FDD, la Fondation pour la défense des démocraties. C'est le principal think tank israélien installé à Washington, celui qui a conçu toute cette guerre de A à Z. En commençant par les frappes de décapitation et en allant jusqu'au soi-disant blocus naval. Ils ont même, par l'intermédiaire de Jared Kushner, placé un de leurs collaborateurs, Nick Stewart, au sein de l'équipe de négociation chargée de superviser le blocus naval, ce qui a encore aggravé cette sorte de crise néo-Suez. Donc, si vous êtes Trump, vous voulez vraiment punir ces éléments. Mais je pense que ces mêmes éléments finiront par se retourner contre lui, avec des figures du Sénat, comme Roger Wicker, le président de la Commission des Affaires étrangères, qui poussait encore, aussi tard que le 9 juin, pour une sorte de Epstein Fury 2.0. Le comité éditorial du Wall Street Journal, certains cercles de Fox News, évidemment Mark Levin, tous ces gens-là vont s'en prendre à Trump, aux côtés des démocrates. Et les démocrates, eux, vont le traiter de lâche. Vous savez, ils vont dire que Trump recule toujours, qu'il n'a pas le courage d'aller au bout pour le faire passer pour faible à cause de cet accord. Et je ne pense pas que Trump sera assez fort pour résister à cette pression, ni pour faire quoi que ce soit face à l'invasion israélienne du Liban, qui est toujours en cours et qui a été utilisé comme levier pour saboter cet accord. Eh bien, je me demande même si on arrivera à un point où les néoconservateurs auront encore quelque chose à contester, parce que Trump dit que c'est un accord nucléaire. Mais en réalité, c'est la même chose si on écoute J.D. Vance aujourd'hui. Il a fait, selon moi, une déclaration contradictoire en parlant des conditions dans lesquelles les États-Unis lèveraient les sanctions contre l'Iran, ce qui, pour l'Iran, est la question la plus importante. Pour les États-Unis, le principal sujet, c'est censé être le programme nucléaire iranien. Mais on sait que l'Iran a déjà accepté à plusieurs reprises des restrictions à ce sujet dans le cadre du JCPOA, des discussions menées par Oman avant la guerre et dans les propositions qui ont suivi. Donc cette partie-là peut être réglée. Le vrai problème pour l'Iran, c'est de savoir si les États-Unis vont lever les sanctions. Ce sont des sanctions étouffantes, faites pour empêcher l'Iran d'avoir une économie
qui fonctionne. Et si on écoute J.D. Vance aujourd'hui, il a déjà proposé des conditions contradictoires sur ce que l'Iran devrait faire. Donc d'abord, voici Vance qui parle, je crois que c'est sa première interview. Il s'exprimait sur CBS News. On va récupérer 24 milliards de dollars de fonds gelés s'ils atteignent certains objectifs. C'est bien ça? Eh bien, encore une fois, Ed, on reste ouvert à beaucoup de choses qui sont sur la table. Mais ces 24 milliards de dollars, ça n'apparaît nulle part, dans aucun des textes dont on a parlé avec les Iraniens. Ce qu'on a dit, c'est qu'on est prêt à discuter du dégel de certains avoirs. Mais l'enjeu bien plus important, c'est de lever les sanctions sur leur économie, à condition qu'ils prennent des engagements à long terme sur le programme nucléaire. Encore une fois, il faut s'attendre à ce que certains éléments plus durs chez eux déforment l'accord pour pouvoir le vendre à une partie de leur opinion publique. Mais je pense que là encore, le texte est très clair. Il n'y a rien sur ces 24 milliards. Ce qui est clair, en revanche, Ed, c'est que l'Iran renonce à son programme nucléaire sur le long terme, qu'ils acceptent un vrai régime d'inspection, et bien sûr, on veut qu'ils en tirent beaucoup d'avantages. Le président l'a dit, on veut qu'ils deviennent un pays prospère. Oui, on veut repartir sur de nouvelles bases avec l'Iran, mais pour ça, il faut qu'ils fassent un pas vers nous. Très bien. Alors d'abord, quand il parle de 24 milliards de dollars, ce qu'on ne dit pas dans ces discussions, c'est que ces 24 milliards, c'est de l'argent iranien. Ce n'est pas comme si les États-Unis donnaient quelque chose à l'Iran. C'est l'argent volé de l'Iran que les États-Unis retiennent depuis des décennies. Mais il faut noter une chose essentielle. La condition principale, la condition pour lever les sanctions américaines, c'est que l'Iran respecte les engagements liés à son programme nucléaire. Or, l'Iran l'avait déjà fait dans le cadre du JCPOA. Mais Trump a rompu cet accord. Pourquoi? Parce qu'il voulait un changement de régime. Et il voulait ce changement de régime parce que l'Iran résiste à l'hégémonie américano-israélienne. Depuis, il exige la reddition de l'Iran sur ce terrain aussi, que l'Iran cesse de soutenir les groupes qui s'opposent à cette hégémonie, notamment le Hezbollah. Et l'Iran n'a pas cédé là-dessus. Et voilà que J.D. Vance, après avoir dit à CBS News que la seule condition pour lever les sanctions concernait le programme nucléaire iranien, ajoute ensuite une deuxième condition. Fondamentalement, il s'agit d'un allègement des sanctions. Nous ne leur donnons pas d'argent américain. Pas un seul dollar américain n'ira à l'Iran. Mais ce que nous disons, George, c'est que nous sommes prêts à accorder un allègement important des sanctions si les Iraniens prennent les engagements à long terme nécessaires pour devenir un pays normal, renoncer à leur programme d'armes nucléaires, cesser de financer des activités terroristes dans tout le Moyen-Orient. Voilà, vous l'avez entendu. Dans le deuxième extrait, il ajoute une deuxième condition. Ce n'est plus seulement une question de programme nucléaire. Donc si c'est ça, oubliez. Il n'y aura pas d'accord. Tout ça, et c'est ce que je pense, c'est ce qui finira par faire exploser les négociations de paix. Trump va insister là-dessus, que l'Iran rompe ses liens avec le Hezbollah. L'Iran ne le fera pas, et tout le monde s'en ira. On reviendra donc au statu quo d'avant. Bravo Trump, le détroit d'Ormuz a été rouvert. Peut-être qu'au passage, il y aura un petit allègement des sanctions sur l'exportation de certains produits iraniens, ou la restitution symbolique d'une partie des avoirs gelés. Mais pour ce qui est d'un véritable accord, si la condition est bien celle-là, comme Vance vient de le dire, et que ce n'est pas seulement le nucléaire, mais aussi le soutien de l'Iran à ses alliés qui résistent à l'hégémonie américano-israélienne. Oui, c'est typique de Steve Witkoff, l'émissaire, qui change sans arrêt les règles du jeu. Il allait en Iran,
ou à Oman, les discussions se passaient bien, et puis il rentrait à Washington et disait tout autre chose. Par exemple, à propos des alliances de l'Iran ou de ses missiles balistiques. Et je me souviens très bien, Steve Witkoff avait dit au tout début de la guerre, « Ils ferment le détroit d'Ormuz. Ils n'ont pas le droit de faire ça. » Ils ne savaient même pas ce qu'était le détroit d'Ormuz. Il y a un vrai manque de compréhension du point de vue iranien, et même des faits de base sur l'Iran, que ce soit le côté technique du programme nucléaire ou la situation dans la région. Et J.D. Vance, lui, est censé être celui qui prône la retenue, celui qui soutient l'accord. Et il n'arrive pas à formuler des conditions claires. Tout repose sur des critères de référence. Ça me rappelle les accords d'Oslo, où rien n'était gravé dans le marbre. Il n'y a pas de frontières définies. Tout dépend de discussions à venir. Et puis, il faut aussi tenir compte du fait que les compagnies d'assurance ne vont pas couvrir le transport maritime pendant les 6 à 12 prochains mois, sauf s'il y a de la stabilité. Ce qui veut dire que cet accord doit être appliqué par les États-Unis, au Liban et ailleurs, pour rouvrir le détroit d'Ormuz et assurer une stabilité durable. Les États-Unis font tout dépendre de l'Iran. En réalité, tout dépend des États-Unis et de leur leadership. Et les États-Unis ont de toute évidence été complètement compromis par leur relation avec Israël. C'est donc une autre raison de penser que cela ne rouvrira pas vraiment le détroit, ni n'apportera de véritable soulagement économique. Mais évidemment, Trump est en mode panique. Il devient nerveux parce que les élections de mi-mandat approchent. Sa base s'effondre. Les jeunes hommes se détournent de lui en nombre record. Un nouveau sondage du New York Times montre qu'il a perdu environ 10% des jeunes électeurs blancs masculins en un mois à peine. Les chiffres sur cette guerre sont catastrophiques. Donc, il a de bonnes raisons de vouloir un accord. Mais je ne pense pas qu'il sera capable de le faire respecter. À mon avis, on se dirige vers un conflit gelé. En même temps, ceux qui ont poussé Trump dans cette guerre, comme je l'ai déjà dit, ne sont pas contents de la tournure des choses. Mark Dubowitz, si vous avez des difficultés économiques, si faire le plein coûte trop cher et que vous vivez de la route, que vous conduisiez pour Uber, que vous livriez des repas, peu importe. Ou simplement si vous avez un long trajet pour aller travailler. Si vous êtes agriculteur, que le prix des engrais explose et que vous risquez de perdre votre ferme, eh bien, tout Américain de la classe ouvrière devrait remercier Mark Dubowitz pour ça. Parce qu'il n'y a personne, en dehors du gouvernement, qui ait eu plus d'influence que Mark Dubowitz pour pousser à cette guerre. À la Fondation pour la défense des démocraties, qui a été créée comme un groupe de lobbying pro-israélien, il suffit de regarder les documents fondateurs signés par Clifford May qui montrent clairement que l'objectif initial était de promouvoir les intérêts d'Israël à Washington. Et voilà Dubowitz qui s'emballe. Relancer les marchés de l'énergie, faire reposer et réarmer l'armée, élaborer un plan pour soutenir les Iraniens afin d'affaiblir le régime, appliquer les sanctions avec une pression constante, ne pas se faire avoir à la table des négociations, tester Téhéran dès le début, donner peu, exiger des résultats, partir vite, frapper plus fort. On dirait presque des ordres qu'il donne à Trump. Et chaque jour, il se répète des mantras pour garder le moral face à la menace d'une trêve. Je ne veux pas parler de paix, parce qu'en réalité, ils ne font que mettre la guerre sur pause pour se réorganiser. Donc je pense que Mark Dubowitz va obtenir beaucoup de ce qu'il veut. Ils vont simplement repartir de zéro et chercher une nouvelle façon de détruire l'Iran, peut-être même en essayant de provoquer une guerre civile, puisque la campagne militaire à distance n'a pas fonctionné. Et pour revenir un instant sur Wickoff, avant que j'oublie,
Il illustre parfaitement à quel point cette administration est complètement prisonnière du lobby belliciste de l'establishment. Au départ, il parlait d'accepter les niveaux d'enrichissement prévus par le JCPOA, autour de 3,67%. Il l'avait même dit publiquement. Et puis, il a suffi d'une seule journée de panique du lobby pro-israélien et d'autres néoconservateurs pour qu'il fasse aussitôt marche arrière et réclame ensuite un enrichissement zéro. Voilà à quel point cette administration cède facilement au moindre signe de pression du lobby de la guerre. Et rien n'indique que malgré toutes les crises de nerfs des uns et des autres, quoi que ce soit ait vraiment changé. Oui, je le regardais chez Mario Nafal, et il n'arrêtait pas de couper la parole. Il était complètement surexcité. C'était fou de voir Dubowitz comme ça, un peu comme Hitler dans son bunker. Il voit vraiment ce moment comme quelque chose d'apocalyptique. Mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est que pour le lobby pro-Israël, c'est un revers, un gros revers. Et il va y avoir une réévaluation de la relation entre les États-Unis et Israël. Il faudra bien, à cause de ça, à cause de leur profonde impopularité, à la fois d'eux-mêmes et d'Israël aux États-Unis. Ils vont devoir cacher tout ça derrière des initiatives de coopération opaques dont on parlera plus tard. Mais moi, je ne vois pas cet accord tenir. En même temps, je ne pense pas qu'un grand conflit reprenne à court terme. Mais qui peut vraiment le dire?